Bienvenue dans le débat sur France 24. En Tunisie, Kais Saied prolonge le gel du Parlement. Le président tunisien a annoncé un référendum et des élections législatives en décembre 2022. Il prévoit une réforme de la Constitution, puis l'organisation d'un référendum au mois de juillet et enfin des élections législatives en décembre. Le 25 juillet dernier, Kais Saied s'est arrogé les pleins pouvoirs. La semaine dernière, les ambassadeurs des pays membres du G7 et de l'Union européenne ont appelé à un retour rapide aux institutions démocratiques en Tunisie. Eh bien, avec ce nouveau discours, le président tunisien est à 3 jours de l'anniversaire de la Révolution. La démocratie tunisienne semble menacée. Alors, quelles sont les intentions de Kais Saied? Peut-il mettre en œuvre un calendrier qu'il a fixé sans aucune consultation? Un retour de la démocratie en Tunisie est-il possible? Et à quelques jours de l'anniversaire de la Révolution, peut-on dire que le modèle tunisien a vécu? On va en parler avec mes invités. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Bélir Nabli. Bonsoir. Bonsoir, c'est vous, chercheur associé aux séries à Sciences Po, auteur de Géopolitique de la Méditerranée et c'est chez Armand Collin. Bienvenue à vous. Majid Bouden, bonsoir, avocat franco-tunisien, président de l'Association des avocats en droit international à Paris. Nous avons également en Skype Alexandre Kateb, économiste, fondateur de Multipolarity Report et auteur des Les économies arabes en mouvement aux éditions de Buck. Également avec nous en duplex de Tunis, Tamer Mekki. Bonsoir à vous et bienvenue également. Journaliste et rédacteur en chef du site Nawat. Merci également d'être avec nous. Avant de démarrer ce débat, je vous propose d'écouter tout de suite le président tunisien. Le Parlement reste suspendu ou gelé jusqu'à la date de l'organisation de nouvelles élections. J'annonce l'organisation d'élections législatives, si Dieu le veut, conformément à la nouvelle loi électorale, le 17 décembre 2022. Bélir Nabli, c'est de facto une dissolution du Parlement, ce qui se passe aujourd'hui. Au regard du calendrier qui vient d'être présenté, effectivement, on a assisté à une décision qui était déjà effective en réalité, c'est-à-dire que la suspension est devenue une dissolution. Mais c'est au-delà de la suspension d'une institution qu'est le Parlement, on a la neutralisation de la Constitution dans son ensemble, puisque le régime d'exception qui a été actionné par le président de la République continue à entrer en vigueur et mieux, je dirais, c'est une constitution new look, une nouvelle constitution qui va prendre forme d'après ce qui a été d'après son présenté, discours, d'après le calendrier voulu par le président. Et pour dire la vérité, c'est son idée quasi obsessionnelle depuis le début, je pense. De modifier la Constitution. Majid Bouden, alors justement, il a mis en place un vrai calendrier, Kais Saied. Le 20 mars, donc le jour de la fête de l'indépendance, il y aura d'abord le 1er janvier. Il va organiser des consultations en ligne, mais également en direct. Le 20 mars, le jour de la fête de l'indépendance, il y aura le résultat de ces consultations. Le 25 juillet, le jour de la fête de la République, parce que chaque date a son symbole, organisation d'un référendum qui doit établir une loi électorale. Et enfin, le 17 décembre, donc anniversaire du déclenchement de la révolution donc à Sidi Bouzid, des élections législatives. Et comment peut-il tenir un tel calendrier, le président tunisien, sans consulter les organisations syndicales, sans les partis politiques? Comment peut-il faire cela? On est certes dans le symbole, mais on est dans autre chose. Il y a le calendrier politique, tout ça avec des ancrages de dates, mais ça s'étire sur une année maintenant. C'est ça, mais c'est un calendrier qu'il a défini tout seul. Si j'ai bien compris, d'ailleurs, ce discours ne devait pas avoir lieu hier, il devait avoir lieu ce week-end. Il a surpris absolument tout le monde. Donc c'est le calendrier de Kais Saied, c'est pas autre chose. Absolument, c'est son calendrier, il a la responsabilité totale de ce calendrier. Le problème, moi je pense que le problème est plus important que cela. On est dans une situation politico-politicienne depuis 10 ans et on reste dans cette situation. Or, le pays vit avec une constitution, vit avec des lois, mais ne vit pas qu'avec ça. Il vit avec une économie, il vit avec une société. Et là, on voit que depuis longtemps, on a un décrochage entre ces deux voies. Et c'est là où le problème réside. Et certes, on peut débattre
qui fait quoi? Est-ce que c'est la responsabilité d'une personne? Est-ce qu'il faut associer les autres? C'est un débat. Même si on avait associé les autres, on se départirait d'une règle fondamentale que le politique doit suivre l'économique et le social. Parce que cette révolution, si révolution il y a eu, elle est née d'une crise économique et sociale. Et là, on l'oublie. Et c'est là où le bas blesse, et c'est là où on peut voir qu'on est dans des projections politiciennes pures. Est-ce que ça va régler Kais Saïed, donc. Oui. Déjà, est-ce que c'est une menace de la démocratie? Tamer Mekki, je fais intervenir justement en direct de Tunis avec nous, parce qu'il y a une constitution en Tunisie, il faut le rappeler, justement, une constitution issue de cette révolution, une constitution de 2014, et manifestement, Kais Saïed refuse de reconnaître cette constitution. Enfin, il a déjà, si je puis dire, suspendu un certain nombre d'articles de cette constitution. Bon, ce n'est pas qu'il ne reconnaît pas cette constitution, mais effectivement, il a suspendu plusieurs articles de cette constitution, des dizaines d'articles de cette constitution, tout en maintenant juste 2 chapitres de cette constitution. Effectivement, la situation est urgente, elle est très particulière, sensible, autant sur le plan politique qu'économique. Et l'intervention de Kais Saïed, situant-la dans le temps, qui a commencé le 25 juillet, était supposée répondre à des dangers imminents ou des périls imminents tels que le dit la Constitution, abstraction faite de son interprétation très large et très controversée de l'article 80 de la Constitution. Alors là, ce n'est plus temporaire. Cependant, depuis le 25 juillet, les périls imminents ont été dépassés, c'est-à-dire d'abord, d'après Kais Saïed lui-même, il y avait le danger du Covid, et réellement l'épidémie a atteint des pics très dangereux l'été dernier, mais également il y avait une assemblée corrompue, etc. Donc c'était justifié. Ce que vous dites, c'est que c'était justifié. Le fait qu'il se soit donné les pleins pouvoirs le 25 juillet. Son intervention, il l'a justifié. Je cherche à démontrer l'incohérence de la démarche de Kais Saïed. Parce que je veux bien dire qu'il y avait des périls imminents le 25 juillet dernier pour intervenir. Mais depuis le 25 juillet jusqu'aujourd'hui, d'abord, finalement, il expose sa feuille de route. Rappelons-le, sa feuille de route, il nous a envoyé voir dans les livres de géographie, pour utiliser ces termes, quand il y a eu plusieurs revendications insistantes de présenter une feuille de route assez rapidement. Il a dit à ceux qui le revendiquent, vous pouvez trouver des feuilles de route dans les livres de géographie. Par ailleurs, on a Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Pardon, via le service de communication de l'Élysée qui voudrait faire une feuille de route. Bon, finalement, nous avons cette feuille de route après plus de 4 mois et demi. Et qui n'agit pas en fonction de l'imminence du péril. Pardon? Oui, on vous entendait plus, donc il y a un petit saut de son. Donc oui, il s'était justifié à l'époque, il n'a pas pris de mesures. En fait, c'est ça que vous lui reprochez. Et aujourd'hui, finalement... À l'époque, il a pris des mesures contre ces 2 périls imminents, mais il n'a enclenché aucune transition suite à cela. Il n'a pas non plus eu une approche participative qui pourrait rassurer tous ceux qui sont inquiets d'une dérive autoritaire suite à cela. Au contraire, pardonnez-moi de vous interrompre. Est-ce que vous êtes plus inquiet aujourd'hui, justement, d'une dérive autoritaire du pouvoir que vous l'étiez le 25 juillet dernier? Aujourd'hui, cette dérive autoritaire n'est plus inquiétante, mais c'est un fait. C'est-à-dire que concentrer tous les pouvoirs, mais aussi décider du processus enclenché jusqu'aux élections le 17 décembre prochain, tout ce processus-là, il n'y a pas eu de sérieuse concertation. Je veux bien du fait que Kais Saïed soit très critique envers les partis politiques et envers certaines organisations, mais il ne vient pas du néant et il ne peut pas agir tout seul. D'autant plus que comme personnalité politique, il n'a jamais eu un parcours dans la radicalité. Ce n'est pas quelqu'un qui vient de la rue, des places, de la manifestation, de la contestation,
mais c'est quelqu'un qui vient des couloirs de la faculté des sciences juridiques et qui se revendique et se présente principalement comme tel. Donc sa posture, entre sa posture réformatrice, son passé réformateur et son présent très radical et non participatif, il y a vraiment de quoi se faire des soucis. De faire du souci. Alexandre Kateb, vous êtes un peu l'économiste de cette émission. Il a suspendu manifestement les salaires des parlementaires. D'après ce que j'ai vu, il veut baisser de 10% les salaires du secteur public. Il fait un ensemble de choses sans consulter là non plus les syndicats. Qu'est-ce qu'il peut vraiment faire d'un point de vue économique? Et qu'est-ce qu'il a fait d'ailleurs depuis 4 mois sans consulter les partenaires? Merci. Je crois que 4 mois, c'est très court, hein, vous en conviendrez, pour avoir des résultats sur le plan économique. Je pense que la volonté de baisser les salaires des fonctionnaires, c'est quelque chose qui correspond aux demandes qui sont formulées notamment par le Fonds monétaire international pour débloquer des crédits dont la Tunisie a besoin d'urgence. En réalité, le président Saïed essaye de s'attaquer à certains problèmes qui ont miné l'économie tunisienne depuis 10 ans. Il le fait à sa manière, qu'il ne m'appartient pas de commenter, mais la réalité, c'est que c'est une économie qui est bloquée depuis 10 ans et qu'il faut faire repartir. Et le système politique parlementaire en vigueur depuis la Révolution n'a pas permis de faire les réformes nécessaires, qui sont des réformes souvent impopulaires. A contrario, il y a eu une hausse, une explosion des salaires dans la fonction publique, des recrutements qui ont complètement mis à genoux cette économie, au point qu'aujourd'hui, le déficit public dépasse régulièrement les 10% du PIB et la dette aujourd'hui représente quasiment 100% du PIB. Ce qui se profile, c'est vraiment un scénario à la libanaise pour la Tunisie. On va écouter quelques réactions justement au discours de Kais Saïed, au discours d'hier soir. Nous avons exigé le changement du système électoral. Ce n'est pas seulement sa décision, c'est une demande populaire avant tout. Il n'a pas pris ses décisions tout seul. Le peuple est descendu dans la rue le 25 juillet pour demander l'abolition de tout le système, la dissolution du Parlement et ensuite le changement de la loi électorale. Je me suis concentré sur le fait qu'il y aura des élections le 17 décembre 2022. Je pense que c'est trop loin. Il est en train de gagner du temps. Il veut faire ce qu'il a en tête. C'est une manière aussi de rassurer le Fonds monétaire international. Bilal Nabli, on voit effectivement que les réactions sont un peu mitigées. Comment expliquer qu'on le laisse faire, Kais Saïed? Il a neutralisé les contre-pouvoirs institutionnels, notamment le fait qu'il interprète d'une certaine manière la Constitution, une manière qui lui est toujours favorable, alors qu'il n'y a pas de Conseil constitutionnel ou de Cour constitutionnelle, explique notamment le fait qu'il ait neutralisé le Parlement, explique aussi le fait qu'il puisse... Mais un homme seul peut faire tout ça en Tunisie. Il avait un soutien populaire, en tout cas, au départ. Dans la situation actuelle, dans un régime d'exception qui n'est pas le régime normal, tel qu'il est prévu par la Constitution, oui, il est en capacité de le faire. Mais comme vous venez de le dire, effectivement, le fait qu'il se permette une telle liberté s'explique aussi par le fait qu'il soit encore soutenu par une frange assez massive de l'opinion publique. Et c'est un fait incontestable et non négligeable pour s'expliquer cette situation-là. Et en même temps, il y a une forme de paradoxe. Parce que finalement, la vague populaire qu'il a menée au pouvoir, elle est nourrie, elle est constituée essentiellement d'une jeunesse diplômée, mais marginalisée au sens social du terme. Et en même temps, donc, cette jeunesse-là, elle est confrontée à l'urgence sociale. Or, les réponses apportées jusqu'à maintenant par le président de la République, le président Kais Saïed, sont d'ordre institutionnel, politique, avec en plus un calendrier assez étendu, à un rythme de sénateur, si j'ose dire, qui est complètement déconnecté avec cette urgence économique et sociale, avec cette urgence de la condition massive des jeunes Tunisiens. Donc, je ne sais pas si... Finalement, le calendrier qu'il nous a présenté sera tenable eu égard à cette urgence-là. Majid Boudani, il est obsédé par la Constitution, c'est ça, Kais Saïed? Le problème est là. Qu'est-ce qu'il veut faire véritablement? Il veut mettre en place un régime autoritaire en Tunisie? Vous savez, c'est très simple. On peut faire la plus belle constitution du monde. Rappelons-nous que l'URSS avait une très belle constitution.
mais elle a fait le goulag. L'Angleterre n'a pas de constitution et c'est un pays démocratique. Donc le problème n'est pas de faire une belle constitution. Le problème, c'est de répondre aux urgences. La constitution, c'est un outil pour régler le fonctionnement d'une société. Or, ici, le problème, si on veut faire une lecture simpliste de la chose, on dit c'est pas normal qu'un homme seul puisse prendre tous les pouvoirs d'un coup et diriger. Mais le problème n'est pas là. C'est un problème ou pas? C'est un problème sérieux. C'est un problème sérieux. Mais il faut voir pourquoi cette situation a eu lieu. Est-ce que si on est contre cette situation, et il faut être contre cette situation, est-ce qu'on peut pour autant excuser la raison de cette situation? C'est qu'on a vécu 10 ans où le Parlement, qui devait symboliser la démocratie, a créé une situation de chaos, de corruption intenable, et que maintenant le pays, avec plus de 100% de la dette, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce qu'il produit, il doit payer avec ce qu'il... Donc, en fait, la mauvaise situation économique, vous la liez à la situation politique et parlementaire. Le fait que le régime soit un régime parlementaire... Non, c'est qu'on a fait du mimétisme institutionnel. On a plaqué des institutions sans les mettre en œuvre et on a compris que la démocratie, c'est une opération de calcul et ce n'est pas une opération de mettre en œuvre le bien commun. Donc, pour vous, il y a tout de même un problème d'institution. Il y a un problème d'institution. Malgré la Constitution de 2014, enfin, malgré effectivement tout ce qui a été fait depuis la Révolution. On a mis 3 ans pour faire une Constitution alors qu'elle aurait pu être faite d'une façon toute simple. Et pendant ce temps-là, on a laissé l'économie dériver. Et l'économie qui a été gangrénée par la corruption. Rappelons-nous que l'ambassadeur de l'Union européenne en Tunisie a déclaré il y a 2 ans, et puis il a été pratiquement chassé, il a dit que l'économie tunisienne est tenue par quelques familles, un cartel qui bloque l'économie. D'où les problèmes sociaux, d'où le problème de chômage, d'où le problème de la dette. Et c'est pour ça qu'il faut sortir de cette crise. Et d'où le fait qu'il ait finalement une marge de manœuvre aujourd'hui. Parce qu'il y a des déçus de la situation économique. Alors, cette marge de manœuvre, est-ce que cette marge de manœuvre, est-ce qu'il est en train d'utiliser? Non. C'est ça le problème. D'accord, c'est pas le... C'est vrai que la thématique de la corruption est une thématique forte de son discours et qui continue à l'être. Le problème, c'est que ça nous renvoie au bilan qu'il aurait pu avancer en la matière. Et de ce point de vue-là, il a encore peu d'actions à son actif. Et je ne sais pas jusqu'à quel point il va pouvoir tenir cet équilibre entre, d'un côté, beaucoup de postures, pas mal de discours d'ordre institutionnel, politique, axiologique, moral, et de l'autre, un bilan en termes d'action publique, en termes d'action politique très faible. Encore une fois, avec cette toile de fond qui est la condition des jeunes Tunisiens, la condition des Tunisiens. Je rappelle que les Tunisiens continuent à prendre la voie des migrations vers la France, vers l'Europe en général. Les jeunes quittent le pays. Avec donc un sentiment de désespoir très diffus dans la société. Tamer Mekki, il va y avoir une manifestation, d'après ce que j'ai vu vendredi, à l'occasion justement de la Révolution, de l'anniversaire de la Révolution. Est-ce qu'il y aura une forte mobilisation? Est-ce que vous, par exemple, qui êtes opposé à ce que vient de faire Kais Saïed, vous en serez? Moi qui suis opposé à Kais Saïed, en tant que journaliste, j'exerce un devoir de vigilance citoyenne et de redevabilité envers les responsables politiques. Donc je me situerai autrement et je me présenterai autrement qu'opposant. Cependant, non, je ne serai pas dans cette manif. Les forces qui organisent cette manif, c'est principalement le parti islamiste qui était au pouvoir à Nahda et ses alliés. Et j'estime que c'est une expression politique qui a perdu toute légitimité. Et si Kais Saïed aujourd'hui est en train d'engager une tournure autoritaire, ou du moins qu'on puisse dire qu'elle n'est pas du tout rassurante, Nahda et ses alliés ont perdu toute légitimité, vu leur responsabilité de la situation catastrophique qui a nécessité et voire même légitimé l'intervention de Kais Saïed. Ils sont responsables de la corruption, de la paupérisation, toutes les non-réformes et de reconduire le statu quo depuis la Révolution, y compris même
de s'allier au pire corrompu du régime de Ben Ali, d'autant plus que c'est un parti et c'est une tendance politique qui ne me représente pas du tout sur le plan des droits et des libertés, rappelant la nature conservatrice de ce parti et ses multiples tentatives d'instaurer un règne autoritaire. Déjà, le président de Nahda a été très critiqué sur sa manière de diriger l'Assemblée et de l'illégalité de certaines procédures, mais aussi de son instrumentalisation de l'Assemblée afin de faire perdurer l'impunité principalement des députés qui étaient demandés par la justice et sans que la présidence du Parlement n'accorde la levée de l'immunité afin d'engager les poursuites nécessaires et les instructions D'accord, nécessaires. Tamer Mekki, on a compris sur Enarda. Dans la rue parmi alors, j'ai bien compris. Mais alors, une question. Pourquoi est-ce que d'autres personnalités, par exemple au sein des syndicats, des personnalités qui ne soient pas justement dans Enarda, qui ne fassent pas partie d'Enarda, pourquoi est-ce qu'elles ne sont pas plus frontalement opposées à Kais Saïed? Est-ce qu'il y a d'autres manifestations? Est-ce qu'effectivement il y a des opposants à ce qui se passe aujourd'hui, en dehors d'Enarda? Il y a une réticence et une difficulté à se positionner politiquement contre Kais Saïed. À part Nahda, récemment, la semaine dernière, l'UGTT, la centrale syndicale très influente en Tunisie, a déclaré qu'elle se positionne comme troisième voie et qu'elle invite les forces politiques qui voudraient contester le processus en cours et le pouvoir de Kais Saïed sans pour autant être des alliés de Nahda et ses acolytes, de se rapprocher de l'UGTT afin de créer cette troisième voie. Mais il se trouve que la réponse à votre question, elle date de bien avant le 25 juillet et elle explique aussi la situation actuelle. C'est-à-dire que la majorité des forces politiques et civiles tunisiennes ont perdu la crédibilité nécessaire pour pouvoir mobiliser et impacter. Par exemple, l'UGTT, qui se propose comme troisième voie, et appelle des partis à se joindre à elle. D'abord, ces partis ne pèsent pas aujourd'hui, que ce soit dans la rue ou dans les urnes, en témoignent les intentions de vote recensées. Mais également, l'UGTT, elle vit elle-même une crise profonde, même si elle arrive relativement à la cacher, à la garder loin des regards. Il s'agit d'une crise de légitimité du bureau actuel qui a introduit une réforme dans les statuts l'amenant à conduire un deuxième mandat sans passage par un congrès électif. C'est-à-dire qu'il y a une crise démocratique au sein même de l'UGTT. Donc elle a du mal à mobiliser ses propres militants et elle a du mal aussi à dépasser ces crises et à créer une démocratie stable au sein même de l'organisation afin d'ensuite contester Saïed ou faire face à ses décisions, d'autant plus que sa principale force est la mobilisation populaire et aujourd'hui Kais Saïed bénéficie d'un soutien populaire très important. Très important et toujours très important à vous entendre. Alexandre Kateb, sur le plan économique, alors c'est vrai que vous l'avez mentionné, ça fait quand même 2 ans qu'il est au pouvoir pratiquement, si je ne m'abuse à peu près. Sur le plan économique, le bilan effectivement est très mauvais. Il n'était déjà pas bon auparavant. 6% d'inflation, 18% de chômage. D'ailleurs, Bélir Lamli l'a dit, les jeunes quittent le pays. Il veut en mettre en place une amnistie fiscale de ceux qui ont été condamnés pour corruption, c'est bien cela. Et il veut faire appel au FMI. Il lui faut, d'après ce que j'ai lu, 4 milliards d'euros avant la fin de l'année. Est-ce qu'il peut les obtenir ? Je pense que ça va être très compliqué, en fait, d'obtenir ce montant en faisant seulement appel au FMI, parce que le FMI a ses propres règles prudentielles, etc. Et donc, il va, je pense, renacler un peu. Mais derrière cela et au-delà du FMI, il y a en fait la dimension politique et géopolitique de la question tunisienne et du problème tunisien.
aujourd'hui, et notamment pour des grands pays comme les pays européens ou les États-Unis, il faut sauver le soldat Sayed en quelque sorte, quelles que soient les différentes règles et procédures. Et donc je pense que la solution viendra plutôt du Club de Paris et d'autres instances multilatérales et de pressions qui seront exercées notamment sur le FMI et la Banque mondiale pour débloquer des fonds. Parce que, en fait, si les fonds ne sont pas débloqués, c'est le chaos qui menace ce pays, au-delà de la crise politique et constitutionnelle, etc., qu'il vit actuellement. Bélier Nabli. Oui. Juste un mot, le G7 a d'ailleurs dit qu'il fallait que la Tunisie, donc, elle devait avoir une feuille de route pour un retour à la démocratie. Ça, c'était le G7. Donc, il y a des pressions aussi internationales qui sont exercées sur Alors, c'est vrai qu'il y a des pressions occidentales exprimées à la fois par les États-Unis, mais aussi par l'Union européenne, en conditionnant effectivement l'aide économique et l'accompagnement politique par finalement un retour à la normale démocratique. Or, ce qui a été annoncé récemment va dans un sens contraire. On ne va pas vers un retour à la normalité constitutionnelle. Donc, une forme de défiance qui va se dessiner, je pense, entre les puissances occidentales d'un côté et le président tunisien. Mais, parallèlement, le président tunisien, d'ailleurs, c'est assez logique avec son panarabisme affiché, regarde du côté algérien et continue à nouer des rapports vers des monarchies du Golfe, vers l'Arabie saoudite en particulier, pour justement répondre à ce besoin, à cette urgence de sources et d'aide financière. Et est-ce qu'il est habile de ce côté-là? Est-ce qu'effectivement il va obtenir des financements de Riyad? Il s'est rapproché de l'Égypte aussi, me semble-t-il. Effectivement, mais alors ça s'inscrit dans une stratégie plus globale. Mais ce qui est intéressant, c'est que demain, il y a une visite d'État du président algérien, président Tebboune, à Tunis, une visite d'État qui devrait être accompagnée précisément par l'annonce d'une aide exceptionnelle. Donc c'est habile au sens où le président tunisien tente de ne pas se retrouver dans une situation de dépendance financière et économique occidentale vis-à-vis des Occidentaux, parce qu'effectivement, il serait là confronté à une forme de conditionnement politique en termes d'avancée démocratique, alors que précisément, il se complaît dans le régime d'exception actuel. Donc là, il y a une équation assez intéressante, d'où sa stratégie qui consiste à regarder du côté de l'Arabie saoudite et du côté de l'Algérie. On va revoir tout de même ces images de la révolution de 2011. On s'en souvient tous ici, et moi y compris, puisqu'à France 24, on l'a beaucoup couverte à l'époque. Il y a eu en plus cette constitution de 2014. La Tunisie devenait un modèle démocratique dans le monde arabe. J'aimerais bien qu'on les voit, ces images. La révolution a-t-elle échoué, Majid Bouden? Oui, elle a pratiquement échoué. Elle a créé un séisme. Elle a débarrassé le pays d'un régime corrompu et dictatorial. Et c'est pour ça que cette crise aujourd'hui d'autoritarisme ne doit pas permettre le retour à ce régime dictatorial de Ben Ali de l'époque. Mais aussi... Elle peut. Mais si la situation continue comme ça, elle va basculer dans un retour de type Ben Ali. Et ça, c'est l'échec sur l'échec. Mais aussi, elle ne doit pas aussi permettre le retour du régime islamiste d'Ennahda, qui est aussi un échec. Donc la Tunisie a vécu un double échec, 2 échecs successifs. Il ne faut pas qu'elle ait un 3e échec. Et c'est pour ça que les pays donateurs, les pays qui assistent la Tunisie pour des questions de géostratégie, le FMI, l'Union européenne et les États-Unis, veulent un retour à la démocratie, mais ne veulent pas un retour aux origines qui ont créé la cause de cette crise. Donc ils ne veulent pas ni le retour à la corruption, ni le retour à la dictature bonapartiste comme Ben Ali, ni le retour à une dictature de type islamiste, multipolaire mais islamiste. Et donc, ils veulent quoi? Ils veulent que la Tunisie fasse les réformes. Il faut faire la réforme de la justice. Vous parlez de qui? C'est tous ceux qui
qui veulent aider la Tunisie, parce que quand ils aident la Tunisie, ils veulent aussi garantir leur aide et ils veulent garantir... On parlait des puissances extérieures. Les puissances extérieures, elles ont un rôle important et c'est tout à fait normal. On ne peut pas aller leur demander une assistance financière et puis dire « mais vous ne vous occupez pas de ça ». C'est pour ça que le Club de Paris, dans sa feuille de route, qui est en train de se préparer, puisque la Tunisie... restructure les dettes, il faut le dire. Pour restructurer la dette, mais vous savez, pour restructurer la dette, il faut qu'il structure le remboursement de la dette. Et pour garantir le remboursement de la dette, il faut qu'il y ait une justice indépendante, il faut qu'il y ait une véritable lutte contre la corruption et non pas des slogans comme ça, parce que jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas eu de véritable lutte contre la décartélisation. Parce que le mot lutte contre la corruption, on prend les petits gars qui... Mais il a utilisé ce discours, en arrivant au pouvoir. Tout ça, c'est du populisme. L'essentiel, c'est de décartéliser l'économie tunisienne pour qu'elle devienne une économie normale, une économie qui participe à la compétition internationale, qui prenne part et qu'on n'utilise plus, par exemple, l'arme de l'immigration pour peser sur l'Union européenne, pour qu'elle lâche de l'Est sur le plan financier. Il faut qu'il y ait des relations maintenant nouvelles de partenariat avec une vraie économie qui puisse arrimer les jeunes dans le pays, qui puisse permettre le développement et pour avoir une relation... Oui, alors la révolution était censée justement apporter ça à la Tunisie, en plus effectivement d'une démocratie. Et donc c'est pour ça qu'il faut réparer tout ça. Vous êtes d'accord, c'est un échec cette révolution. Aujourd'hui, on ne peut plus parler d'un modèle démocratique tunisien. Non, je ne suis pas du tout d'accord et je pense que ce qui se fait actuellement est en soi une partie du jeu démocratique. C'est-à-dire qu'il y ait des mécanismes qui permettent à un président une tournure autoritaire, mais qui demeurent quand même des mécanismes démocratiques. C'est-à-dire que c'est un président qui est venu suite à des élections et qui est en train de remettre en question le régime politique et aussi la Constitution. Donc ça fait partie du débat démocratique. La pérennisation du règne d'un seul homme, ça c'est ce qui en fera une dictature. Et personnellement, j'estime que la Tunisie ne risque pas de tomber dans une dictature durable, on va dire, qu'elle risque de traverser une période compliquée où il y a une tournure autoritaire, mais que la dictature ne peut pas se réinstaller. Toute une génération. Non, mais Tamer Mekki, pardonnez-moi de vous interrompre. Si Kais Saïed met en place une constitution d'un régime ultra-présidentiel avec, disons, pas de séparation des pouvoirs, là, la Tunisie prend le chemin d'une dictature. Mais Kais Saïed ne pourra jamais mettre cette constitution tout seul, sans séparation des pouvoirs. Et Kais Saïed, aujourd'hui, et depuis le 25 juillet, d'ailleurs, il a connu un tournant d'un point de vue impopularité et manque de soutien. Ce n'est pas une impopularité totale, mais sa popularité a légèrement baissé. Après les mesures du 22 septembre dernier, encore aujourd'hui, la situation économique, vous en avez parlé, elle est de pire en pire. Et nous nous sommes habitués en Tunisie à ce qu'il y ait une saison de la contestation, et nous y sommes. Historiquement, la Tunisie a toujours connu des mouvements sociaux très importants, une contestation très importante entre décembre et janvier, et surtout durant le mois de janvier. Il y a différents facteurs qui conduisent à cela, mais essentiellement, ce sont des facteurs économiques et sociaux. Kais Saïed a connu une autre épreuve qu'il n'a toujours pas résolue, qui est celle du mouvement contestataire d'Ouagherb, quand il a voulu, ça c'est dans le centre de la Tunisie, le centre-est de la Tunisie, près de la ville de Sfax, deuxième ville la plus peuplée du pays, quand il y a eu un problème de gestion des déchets à Sfax et qu'il a voulu rouvrir une décharge à côté. Il a connu un autre problème. Donc ce n'est pas un long fleuve tranquille. Ce n'est pas un long fleuve tranquille. Non, mais c'est vrai que ça, non plus sa popularité, mais qu'il y a des examens successifs où le peuple aussi s'exprime. Et quand il aura une voix, le peuple, c'est ce que vous nous dites. Nécessairement ce que veut Kais Saïed. Alexandre Kateb, comment la Tunisie peut-elle se sauver économiquement? Je sais que c'est une grande question et le tourisme, évidemment la crise sanitaire n'a pas aidé le pays. Comment justement faire en sorte que les jeunes Tunisiens reviennent en Tunisie pour ceux qui veulent partir, et puis surtout effectivement que le taux de pauvreté qui a quand même... qui s'est beaucoup aggravé ces derniers temps. Comment justement lutter contre cette pauvreté en Tunisie?
Oui, je crois que la question économique est profondément liée en fait au développement politique et géopolitique. Et j'aimerais revenir sur votre précédente question en fait sur l'échec de la révolution tunisienne. En effet, c'est un échec de la Tunisie et de l'establishment politique tunisien en quelque sorte, mais c'est aussi un échec de l'Europe. C'est-à-dire que l'Europe n'a pas su ou voulu accompagner comme elle le devait, ce pays qui était en quelque sorte son laboratoire et son petit protégé sur la rive sud de la Méditerranée, qui devait être le laboratoire de la démocratisation de cette rive sud. Et les différentes institutions européennes ainsi que les gouvernements, notamment le gouvernement français, ont fait preuve d'aveuglement et de myopie stratégique en n'accompagnant pas suffisamment en fait l'évolution de ce pays, et notamment sur le plan économique. Ce qu'il fallait faire, c'était, au lendemain de cette révolution, proposer des investissements beaucoup plus massifs pour permettre à l'économie tunisienne de connaître une mue, d'aller vers plus de technologie. Et pourquoi l'Europe a-t-elle été si frileuse alors qu'elle soutenait bien sûr ce mouvement ? Parce que l'Europe avait, à l'époque, vous vous en souvenez, d'autres priorités. Il y avait la crise de l'euro à gérer qui coïncidait avec les printemps arabes. Et donc, ça a mobilisé beaucoup d'attention. Et puis, par la suite, on s'est dit que finalement, ce problème pouvait être sous-traité au FMI et à d'autres organisations internationales. Et on a géré ça d'une manière très distante, alors même que c'est peut-être là que se joue l'avenir également du modèle européen et de ce que l'Europe peut proposer dans un monde. Donc aujourd'hui, il faudrait faire quoi? Une sorte de plan Marshall à la Tunisie? Absolument, il faut un plan Marshall. Absolument, je crois qu'il faut faire un plan Marshall, mais au-delà d'un plan Marshall, c'est-à-dire de venir uniquement avec des financements, il faut réfléchir sur la mutation du modèle économique. Le modèle économique en Tunisie était fondé pendant des décennies sur des entreprises sous-traitance européennes, françaises notamment et italiennes, qui permettaient au pays d'engranger des devises et qui, à égalité avec le tourisme, permettaient à cette économie de se développer. En fait, après la Révolution, ce modèle s'est écroulé. Les investisseurs étrangers sont partis pour la plupart d'entre eux, et en fait, on a connu une involution de cette économie et un retour vers une économie dominée par les entreprises publiques et quelques réseaux clientélistes. Et donc aujourd'hui, il faut proposer un restart de cette économie en misant davantage sur la technologie, en misant davantage sur les services, par exemple sur l'intelligence artificielle, sur le secteur de l'informatique. C'est vers ces secteurs-là aujourd'hui que les Tunisiens, qui sont parmi les plus éduqués de la région, les jeunes notamment, doivent se tourner aujourd'hui. Bélier Nabli, un mot tout de même sur le terrorisme. Il y a toujours des risques de terrorisme en Tunisie? Alors, je vais le prendre positivement. On est quand même dans une séquence où le pays a réussi à relever le défi de la menace sécuritaire incarnée par le terrorisme qui a frappé la Tunisie dans les années 2013 jusqu'à 2015. Donc on peut parler justement aux investisseurs aujourd'hui sans dire qu'il y a une menace terroriste. C'est un élément positif pour les investisseurs étrangers qui grâce à cette stabilité du point de vue sécuritaire, trouve là une source de motivation, si j'ose dire. En même temps, pour investir dans un pays étranger, il faut avoir de la lisibilité, une forme de sécurité juridique et de la stabilité politique. Or, c'est là où on revient à la situation politique interne de la Tunisie, qui n'est pas propice précisément à l'investissement, et ça devrait susciter, encore une fois, une source d'interrogation du côté de l'entourage du président de la République, à savoir que son rythme un peu lent en termes décisionnels, c'est un agenda de réforme institutionnelle et constitutionnelle très étalé, ne correspond pas au rythme d'une économie plongée dans un monde globalisé. Donc il faudrait accélérer le pas. Et qui aurait besoin donc d'un plan Marshall. On a vu que vous étiez d'accord avec l'idée d'Alexandre Kateb. La raison est très simple, c'est que l'investissement extérieur en Tunisie, ça fait plus de 40 ans qu'il n'existe pas. Pourquoi? Parce qu'on a toujours calculé l'investissement du temps Ben Ali en stock et pas en flux. Et donc c'était faux. Toutes les statistiques étaient fausses. Pendant la Révolution, pendant les 10 dernières années, il y avait l'investissement Atari. Et donc,
Et donc aujourd'hui, on est au bas de la courbe. Et donc il faut relancer l'économie, il faut relancer les solutions sociales, parce que sans ça, une révolution peut échouer, c'est pas grave, mais il faut sauver cette révolution qui a échoué, parce que dans la vie d'un peuple, c'est trop court, mais dans la vie des gens, quotidiennement, c'est trop long. Et donc, d'où l'échec. Et donc, il faut sortir de... Juste un mot pour dire que la révolution n'a pas échoué, parce que c'est un processus par définition. Le processus est continu. Oui, sur le plan intellectuel, on peut toujours penser à long terme, mais pour les gens qui veulent vivre au jour le jour, c'est un échec. Il faut aider la révolution à sortir de cet échec. On peut le faire. Merci Majid Bouden d'avoir été avec nous. Merci à vous Bélir Nabli. Merci Alexandre Kateb. Merci à Tamer Meki qui est en direct avec nous de Tunis. Et merci à vous tous de nous avoir suivis. Restez avec nous sur France 24.